Bonjour à tous, c'est une affaire hors norme qui concerne des mineurs, tous placés par l'aide sociale à l'enfance du Nord et qui auraient été victimes de violences physiques et psychologiques. Plusieurs familles d'accueil ont hébergé illégalement ces mineurs et vont bientôt comparaître devant la justice. Bonjour Romane Brizard. Bonjour. Alors vous avez enquêté sur cette affaire qui révèle de profonds dysfonctionnements de la protection de l'enfance, on va le voir. Alors régulièrement, la situation inquiétante de la protection de l'enfance et notamment des enfants placés revient à la une de l'actualité avant de disparaître à nouveau. C'est la raison pour laquelle, à Secret d'Info, nous avons voulu tenter de comprendre l'origine de cette crise profonde, d'autant qu'un procès emblématique de ces dérives va bientôt avoir lieu, Romane Brizard. Oui, devant le tribunal de Châteauroux du 14 au 18 octobre prochain, 19 personnes sont accusées d'avoir maltraité une vingtaine d'enfants, tous placés par l'aide sociale à l'enfance du Nord. Des mineurs que ces familles ont hébergés durant 7 ans dans l'Indre, la Haute-Vienne et la Creuse. Et ce scandale, il éclate finalement parce que l'un de ces enfants décide de parler. Oui, nous sommes alors en septembre 2017. Mathias, 15 ans, atterrit au CHU de Limoges après une chute de vélo. C'est du moins la version que donne l'association de familles d'accueil chez qui l'adolescent est alors placé. Mais lorsqu'il se réveille de son coma, une semaine plus tard, Mathias supplie l'équipe médicale de ne pas le renvoyer vers ce groupe de familles d'accueil qui s'occupe de lui. Voilà par exemple ce que l'adolescent dit y avoir subi avant d'être hospitalisé. Attention, certains de ses propos peuvent choquer. Ils ont commencé à ouvrir une bouteille d'alcool, c'était du whisky. Et ils l'ont sifflé à deux. Et après, je me suis retrouvé dans un coin de la porte. Ils ont commencé à être violents envers moi, à me rabaisser aussi. Ils mettaient ses doigts sur ma gorge, ils essayaient de me soulever aussi. À un moment, ouais, il a baissé mon pantalon. Je l'ai remonté directement. Après, c'est lui qui a baissé son pantalon, il m'a pissé dessus. Une scène humiliante, dégradante, difficile à entendre, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe après que ce jeune se soit confié à l'hôpital ? Alors, les soignants préviennent la justice et les investigations commencent. Et lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs, Mathias décrit un climat général bien particulier, comme il nous l'a également raconté. Que ce soit moral ou physique, il y avait les deux en fait. Il y avait ce rapport de force où c'est le plus fort qui dirige et si t'es pas le plus fort, tu fermes ta gueule en gros. Et cette ambiance malsaine, il ne serait pas le seul à l'avoir vécue. Oui, puisqu'au fil des investigations, une vingtaine d'enfants déclarent avoir subi des violences en tout genre, le plus souvent de la part de 2 hommes qui, pour les enquêteurs, ont mis en place ce groupe de familles d'accueil, des amis ou des proches. Ces enfants disent avoir reçu des coups de poing, de tête, de pied, de cravache même, des strangulations, des menaces au couteau ou au pistolet taser. Un adolescent, 17 ans à l'époque, déclare également qu'on lui a mis la tête dans la cuvette des toilettes. Des maltraitances qui, la plupart du temps, ne sont pas niées par les personnes accusées, mais qui les minimisent. L'une d'entre elles parle, par exemple, de recadrage. Ouais, des violences physiques donc, mais il s'agit d'un dossier hors norme, on l'a dit, et ça ne s'arrête pas là. Oui, selon l'enquête judiciaire, ces enfants auraient également été victimes de surdosage de Valium, de Tertian et de Risperdal. On le précise, ce sont des médicaments qu'on prescrit en cas de dépression ou d'anxiété notamment. Oui, sauf que là, les familles les avaient obtenus grâce à des ordonnances falsifiées et grâce à la complicité de 2 médecins qui n'ont jamais vu les enfants. Et puis d'autres jeunes étaient, quant à eux, obligés de participer à des travaux, des heures à casser des murs, à creuser des tranchées, à couler du ciment sans équipement pour par exemple rénover une maison. Ce qui n'est pas vraiment la mission première d'une famille d'accueil. Et l'enquête a également montré que certains de ces mineurs vivaient dans des conditions indignes. Ils s'endormaient par exemple sous des tentes ou dans des caravanes sans eau ni même électricité. Alors évidemment, la première chose qu'on se demande, c'est quand on vous écoute, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de contrôle ? Il n'y en a pas eu, et pourtant il existe bien un cadre légal, évidemment. Tout le monde ne peut pas être famille d'accueil, comme le rappelle la directrice générale adjointe du conseil départemental de l'Indre, Françoise de Gouville. Ces activités d'accueil d'enfants, qu'il s'agisse d'assistants familiaux, c'est-à-dire de familles d'accueil, de lieux de vie ou d'établissements, sont toutes soumises, et c'est la moindre des choses, à des autorisations ou des agréments. Ces agréments sont délivrés
par le président du conseil départemental du territoire où sont situés ces accueils. Et pour obtenir ces agréments, Romane Brizard, il faut remplir plusieurs conditions. Alors oui, notamment celle-ci, centrale, présenter des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants. Et puis, autre obligation, ne pas avoir été condamné pour des faits en relation avec des enfants. Ce qui paraît évident, et dans l'affaire qui nous intéresse, ces conditions, elles n'étaient pas remplies ? Oui, alors c'est bien simple, aucune de ces familles d'accueil n'avait d'agrément officiel pour exercer leur activité. Plusieurs personnes, aujourd'hui poursuivies, avaient même déjà un casier judiciaire pour agression sexuelle et viol sur mineurs. Et donc malgré ça, des enfants ont quand même été placés auprès de ces familles. Oui, et ça a duré entre 2010 et 2017. L'aide sociale à l'enfance du Nord a confié des dizaines d'enfants à ces familles d'accueil, situées notamment dans l'Indre. La directrice adjointe du département, Françoise de Gouville, n'en revient toujours pas. Je suis tombée des nues, voilà, en me disant, mais comment c'est possible ? Dans le cas précis, l'ASE du Nord aurait dû nous informer, effectivement, qu'ils avaient placé des enfants dans l'Indre. Et du coup, s'assurer auprès de nous que ces lieux étaient bien autorisés et agréés. Il y a des lois et des règlements, ils existent. Il suffit de les respecter. Et cette stupéfaction, on la retrouve également du côté des éducateurs de l'ASE du Nord. L'un d'entre eux a accepté de nous parler, à condition de protéger son identité. Nous avons donc fait lire ses propos par un journaliste. Bien sûr qu'on est en colère. On a déposé des gamins dans des lieux qui n'avaient pas d'agrément. On se sent mal, on se dit, on a jeté ces enfants dans la gueule du loup. Et quand on a découvert ce qui s'est vraiment passé, c'est pas une claque qu'on a pris dans la figure, c'est un parpaing qui nous est tombé sur la tête. Et puis il y a un autre aspect choquant dans cette affaire, Romane Brizard, c'est avec de l'argent public que ces placements illégaux ont été réalisés. Oui, puisque l'aide sociale à l'enfance, elle dépend du département, et en l'occurrence celui du Nord, qui a donc directement financé ces familles d'accueil illégales. Au total, ces familles ont encaissé 630 000 € sur 7 ans, qui vont finir sur des comptes en Roumanie. Et pourquoi en Roumanie ? Eh bien parce que les deux hommes soupçonnés d'avoir mis en place ce groupe de familles ont fait plusieurs déplacements en Roumanie pour ouvrir des sociétés, et ils avaient d'ailleurs l'intention d'y créer une ferme pédagogique. Un mécano financier qui révolte Jean Sagnier, l'un des avocats des parties civiles. La seule chose que va faire l'ASE, c'est de déverser des flots d'argent jusqu'à 400 € par jour et par enfant. Il y aura même des règlements qui seront faits en espèces, en liquide. Ces fonds vont être encaissés, ils vont disparaître dans la nature. Une évaporation complète pour l'État français. Aucune déclaration fiscale, aucun enregistrement, c'est du travail clandestin complet. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions. Et qu'est-ce qu'on dit du côté de l'aide sociale à l'enfance du Nord ? Eh bien, l'ASE n'a pas répondu à nos questions, mais devant les enquêteurs, sa directrice de l'époque a reconnu, je cite, un défaut de vigilance face notamment à l'homme soupçonné d'avoir organisé ce système, une personne avec qui l'ASE dit avoir installé, je cite encore, une relation de confiance. Alors, malgré ces carences, aucun responsable des services du département n'a été renvoyé devant le tribunal, ce que l'avocat Jean Sagnier juge incompréhensible. Dans ce dossier, on a une directrice des services du Conseil général du Nord qui va être interrogée pour comprendre comment de telles dérives peuvent exister. Il n'y aura pas véritablement de poursuite là-dessus, il n'y aura pas véritablement non plus d'investigation. Et cette directrice ne sera même pas citée comme témoin pour venir à l'audience, pour venir expliquer comment on a de telles carences de l'ASE. L'ASE va le reconnaître clairement, elle n'a absolument rien vérifié, ni au début, ni pendant, ni après. L'ASE n'aurait rien vérifié, dit cet avocat, mais
Est-ce qu'il y avait des raisons d'être inquiet ou de soupçonner quelque chose? Eh bien oui, si l'on en croit le propre témoignage de la directrice de l'ASE du Nord à l'époque des faits. Lorsqu'elle est interrogée par les enquêteurs, elle admet que 4 signalements préoccupants ont été effectués par des éducateurs avant l'hospitalisation de Mathias. Oui, Mathias, on le rappelle, c'est cet adolescent qu'on a entendu en début d'émission et qui a révélé cette affaire. C'est ça, mais j'ai également découvert une autre alerte que la direction de l'ASE du Nord n'a pas évoquée devant les enquêteurs. En 2016, une travailleuse sociale tire la sonnette d'alarme. L'adolescent qu'elle suit a fugué alors qu'il était justement hébergé par l'un des responsables présumés de ses familles d'accueil. Il y est ramené, puis tente de se suicider. Mais ce signalement-là n'aura pas d'écho particulier. Et pour Mathias, tout ça est particulièrement difficile à accepter. On se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas du tout fait leur travail. Je trouve que c'est pathétique et faut pas que ça se reproduise en fait. Les traumatismes que des enfants vivent, ça reste à vie en fait. Ça reste à vie et on n'est plus vraiment soi-même en fait. Au final, après ça, j'ai pris tellement de claques par la vie, tellement de traumatismes en fait, qu'au final, comment réussir à être soi-même, c'est ça qui est compliqué. Alors on a vu qu'un groupe de familles a réussi pendant 7 ans à échapper au fisc et à héberger des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance du Nord sans contrôle, alors que ces familles n'auraient jamais dû recevoir ces mineurs faute d'agrément. Oui, c'est un véritable marché du placement des enfants qui s'est créé, comme le déplore Françoise Degouville de l'ASE de l'Indre. Depuis quelques années, se sont multipliées des structures privées, commerciales, parfois malheureusement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'associations à but non lucratif, enfin a priori à but non lucratif, et proposent effectivement leurs services à des départements qui ont des difficultés pour trouver des solutions d'accueil pour leurs enfants, et font les intermédiaires et vont recruter des personnes. Et là, il n'y a aucun contrôle. Et pour ces structures privées, il y a un intérêt financier qui est bien réel. Oui, et c'est ce que dénonce également Françoise Degouville. Malheureusement, souvent, ce qu'il y a derrière, c'est l'appât du gain. Parce que les tarifs de ces prestations qui peuvent exister entre une première structure et après les familles d'accueil n'ont rien à voir avec le montant de la rémunération d'un accueillant familial agréé. Ce sont des agents publics, les assistants familiaux agréés. Donc, leur rémunération, comme celle des agents publics, est prévue par des grilles. Et tout ça est, encore une fois, très cadré. En gros, si vous voulez, la rémunération d'un accueillant familial, tout compris, on va dire on est aux alentours de 100 € par jour et par enfant. Alors que pour ces contrats de prestation de service, on arrive à 600 € par jour. Ce qui fait quand même une sacrée différence. Oui, et parfois, certaines de ces structures privées à qui les départements font appel ne respectent pas forcément toutes les conditions légales, en hébergeant notamment des enfants dans des hôtels, alors que depuis 2022, la loi l'interdit. Écoutez à nouveau le représentant du syndicat Sud dans le Nord, Olivier Trenol. Chez nous, dans le Nord, et dans d'autres départements, mais chez nous, dans le Nord, on a encore des enfants qui dorment à l'hôtel. Alors là où ils jouent sur les mots, c'est qu'en gros, ils confient des enfants à des associations qui ne sont pas des associations agréées protection de l'enfance. Notamment chez nous, il y a une association qui existe dans d'autres départements. Et donc cette association, elle, occupe des hôtels. Alors c'est des hôtels qui, de leur point de vue, n'est plus un hôtel parce qu'il n'est plus ouvert au public. Donc ils ont réquisitionné le bâtiment, mais c'est des hôtels miteux, quoi. Là, aujourd'hui, il en reste 2 d'ouverts. Ce sont des anciens Formule 1. Moi, j'y passerai même pas une nuit, quoi. Voilà donc pour le tableau général, il n'est pas très reluisant. Oui, et cette crise, elle a forcément un impact sur les professionnels de la protection de l'enfance. Et au bout de la chaîne, évidemment, ce sont les mineurs qui en subissent les conséquences. Oui, c'est le cas de Mathias qu'on a déjà entendu et qui a aujourd'hui 22 ans après avoir été ballotté de famille d'accueil. En foyer, il est sorti du système de protection de l'enfance à 18 ans. Il s'est retrouvé à la rue alors que la loi oblige pourtant l'aide sociale à l'enfance à prendre en charge ses enfants jusqu'à 21 ans. Et Mathias, c'est loin d'être un cas isolé. 50% des jeunes SDF sont passés par l'ASE. Aujourd'hui, Mathias n'a toujours pas de logement stable, ni même d'emploi, et il passe parfois par des moments très durs. La santé mentale, c'est dur, du simple fait que il y a 2 semaines, j'ai eu encore des pensées suicidaires en fait.
J'ai pas été au bout de l'acte parce que j'ai pas envie de donner le plaisir à ceux qui m'ont fait mal de mourir en fait. Parce que je veux évoluer, je veux grandir, je veux devenir une meilleure personne de moi-même tous les jours. Tous les jours, j'essaie de devenir meilleur. Bon, c'est pas toujours simple, hein. Les épaules sont abîmées. Et des fois, le poids des épaules est difficile à porter, hein. Et ces questions de santé mentale, là encore, elles dépassent très largement le cas de Mathias. Bien sûr, on les retrouve de manière quasi systématique dans le parcours des enfants placés devenus adultes, comme l'a montré un rapport ministériel en 2022. Et ça ne concerne pas seulement la santé mentale. Les enfants passés par l'ASE sont également surreprésentés en milieu carcéral et dans la prostitution. Et pourtant, il n'existe aucune étude nationale sur le sujet. Bien, alors revenons à présent sur ce procès qui va avoir lieu à Châteauroux en octobre prochain avec 19 prévenus renvoyés devant la justice, Roman Brizard. Est-ce que tous les mineurs concernés vont témoigner à la barre ? Alors c'est justement le problème, ces enfants hébergés entre 2010 et 2017 ont bien été identifiés par les enquêteurs, mais devenus majeurs, ils sont sortis des radars de l'aide sociale à l'enfance et pour certains, ils sont introuvables, comme le constate l'une des avocates des parties civiles, Myriam Guedj-Benayoun. Aujourd'hui, il y a très peu de parties civiles et donc on veut porter leur voix, on veut qu'ils soient entendus. On est en train de les rechercher. C'est des enfants qui étaient déjà en difficulté puisque placés. Une fois placés, ils ont été drogués, agressés, violentés. Donc la plupart de ces enfants se retrouvent aujourd'hui SDF, voire derrière les barreaux parce qu'ils n'ont aucun cadre structurel. Et quand on est en trauma et pas encadré, on sait très bien que malheureusement, on ne fait plus partie de la société. Et c'est l'association Innocence en danger qui s'est portée partie civile dans cette affaire, avec la volonté que ces jeunes ne restent pas dans l'ombre, comme l'explique la présidente de l'association, Oméra Sellier. S'ils veulent bien s'identifier, venir, on va les accompagner. C'est vraiment entre leurs mains aujourd'hui de pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Ils pourraient rendre un service monumental à l'aide sociale à l'enfance pour que d'autres enfants ne soient pas victimes de la même chose. Et justement, face à cet énorme chantier, on l'a bien compris, du délabrement de la protection de l'enfance, comment on peut tenter de changer les choses ? Eh bien d'abord en faisant en sorte que les départements ne soient pas obligés de prendre systématiquement en charge des enfants qui ne relèvent normalement pas de l'aide sociale à l'enfance. Et là on parle des enfants en situation de handicap ou qui souffrent de troubles psychiatriques et qui ne trouvent pas de place dans des structures spécialisées par exemple. Il faut dire qu'il y a eu 307 millions d'euros d'économies cette année dans le budget du handicap et de la solidarité. Et au niveau parlementaire, est-ce qu'il y a des initiatives ? Alors il y a eu une commission d'enquête sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance qui a commencé ses travaux en avril dernier, mais elle a disparu avec la dissolution et sa rapporteure, la députée socialiste Isabelle Santiago, compte bien la relancer. Là, on a déposé une résolution qui était la même que nous avions fait la dernière fois, pour demander la création de nouveau de cette commission d'enquête. Si ça se remet en place, donc on reprend nos travaux, on les reprendra de zéro. Et en attendant, la mobilisation des professionnels de la protection de l'enfance continue dans la rue. Éducateurs et magistrats dénoncent cette crise du système alors que la protection de l'enfance a été décrétée grande cause nationale en 2022 par Emmanuel Macron. Merci Roman Brizard pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur franceinter.fr avec également une vidéo où on vous explique tout et les dessins de Nicolas De Witt de la cellule investigation.